Pendant plus de 40 ans, Jay Leno a bâti sa carrière sur le fait d'être le gentil garçon de l'Amérique, le comique propre, le mari loyal, l'homme qui pouvait faire rire les familles ensemble, sans jamais dépasser les bornes. Sa réputation semblait inébranlable. Pourtant, derrière le charme, une rumeur l'a suivi pendant 40 ans, l'histoire d'une liaison qui aurait pu détruire tout ce qu'il représentait. Leno l'a nié pendant des décennies, mais aujourd'hui, à 75 ans, alors qu'il se consacre aux soins de sa femme, qui lutte contre la démence, il change enfin d'avis. Il admet que la rumeur était partiellement vraie. Ses prochains mémoires promettent des révélations qui choqueront Hollywood. L'aveu concerne une personne qui, dit-il, a compté plus pour lui que quiconque ne l'a jamais su. L'animateur préféré des Américains avait un secret qui valait des millions. Jay Leno est né le 28 avril 1950 à New Rochelle, dans l'État de New York, dans un foyer où régnaient deux sons très différents. Sa mère Catherine, une immigrée écossaise, chantait souvent des berceuses, avec son fort accent, tandis que son père Angelo, un vendeur d'assurance, parlait par à-coups, toujours à la recherche de la prochaine affaire. Catherine était arrivée seule en Amérique à l'âge de 11 ans, incapable de parler anglais, mais déterminée à ce que ses enfants grandissent en comprenant la valeur du travail acharné. Angelo a traversé 3 États en une seule journée pour atteindre son quota de vente. Leur maison bourdonnait de musique, d'histoire et d'ambition. Le jeune Jay s'asseyait à la table de la cuisine, absorbant tout. À l'âge de 7 ans, il avait mémorisé tout l'argumentaire de vente de son père et le présentait aux enfants du voisinage avec des tableaux faits maison. Il faisait même payer l'entrée quelques centimes. Grâce à ces moments, Jay a appris que l'humour pouvait payer et qu'un travail acharné pouvait l'amener là où le charme seul ne le ferait jamais. Il s'est également promis une chose: il ne dépendra jamais d'un seul salaire. L'école, cependant, est un combat. Les enseignants le qualifient de lent. Il trébuche en lecture et mélange souvent les mots. Il ne le savait pas encore, mais il était atteint de dyslexie. En première année, il pouvait à peine prononcer les mots de base. En 5e et en 8e année, il a dû redoubler l'année. En 1968, un conseiller d'orientation lui a conseillé d'abandonner l'école. Au lieu de s'effondrer, Jay a fait une blague en imitant la voix sévère de l'homme et en déformant les mots. Ses camarades de classe ont éclaté de rire. Il a été collé, mais il a aussi été orienté. Ce moment a allumé quelque chose en lui. Dès lors, il remplit des cahiers de blagues, se forçant à les lire à l'envers pour entraîner son cerveau. Et, à 17 ans, il a fait l'une de ses premières farces. Il s'est introduit dans la cabine d'annonce de l'école pour présenter un faux bulletin météorologique annonçant le licenciement d'enseignants. Ce coup d'éclat lui vaut une suspension de 3 jours, mais fait de lui une légende locale. Jay s'est rendu compte que même ses difficultés d'apprentissage pouvaient devenir une source d'inspiration. À 14 ans, Jay a trouvé un emploi chez Tony's Pizza à Andover, où il gagnait 1,25 $ de l'heure. N'ayant pas accès à la Buick rutilante de son père, il livre les pizzas dans une Dodge déglinguée qui roule à peine. Déterminé à effectuer chaque livraison à temps, il appelait les clients à l'avance, se faisant passer pour un père inquiet qui vérifiait si Jay était déjà arrivé et s'assurait qu'il serait prêt à la porte. Il gagnait ainsi de précieuses minutes. En conduisant, il répétait ses punchlines dans le rétroviseur, notant des notes sur un bloc-notes taché de sauce tomate. Par une nuit enneigée de février 1966, il se présente à une soirée universitaire avec 2 pizzas et propose de les échanger contre 5 minutes de scène. Il raconte des blagues sur les anchois, les chaînes à neige et les clés de salle de bain sur des anneaux surdimensionnés. Le public l'a adoré
et il a gagné 22 $ de pourboire son premier spectacle rémunéré. Tony, son patron, n'a pas été impressionné et lui a dit d'arrêter de faire le clown. Mais cette soirée est restée gravée dans la mémoire de Jay. 2 ans plus tôt, en 1964, il s'était inscrit à un concours de talent du YMCA local, imitant son héros Rodney Dangerfield. Il s'est enduit le visage de crème froide pour imiter l'apparence transpirante de Rodney, mais lorsque les lumières de la scène l'ont éclairé, la crème l'a fait briller comme un clown. La foule l'a hué, pensant qu'il se moquait de Rodney. Paniqué, Jay s'est enfui de la scène, renversant le micro et cassant le système de sonorisation. Il avait emprunté 5 $ à son frère Patrick pour entrer et lui devait maintenant le double. Ce soir-là, Jay a rejoué 47 fois le son des huées, jurant qu'il ne continuerait que s'il pouvait créer son propre matériel original. Et en 1969, Jay a été accepté à l'Emerson College de Boston en grande partie grâce à la sympathie du fondateur de l'établissement qui avait appris qu'il était dyslexique. Il se spécialise dans l'orthophonie, mais passe la plupart de ses nuits à se rendre à de petits concerts ouverts dans des cafés de centres commerciaux. Le 12 novembre 1969, un autre humoriste a volé une des blagues de Jay sur un professeur franco-écossais. Furieux, Jay a quitté la scène et s'est battu avec lui à l'extérieur. La police du campus a mis fin à la bagarre, mais personne n'a été arrêté. Jay s'est cassé une dent de devant lors de la bagarre, un accident qui lui a donné ce sourire caractéristique menton en avant qui allait faire partie de son personnage. L'école a failli l'expulser, mais Jay a proposé de créer un club de comédie officiel. Ce club existe encore aujourd'hui. Après avoir obtenu son diplôme en 1973, il a emporté 350 $ quelques cahiers et s'est installé à Los Angeles dans une Chevrolet rouillée. Il a dormi sur le canapé de l'humoriste Tim Thomerson et s'est produit gratuitement à 2h du matin. Monsieur, il a dormi sur le canapé du comédien Tim Thomerson et s'est produit gratuitement à 2h du matin. Mitzi Shore, la redoutable propriétaire du Comedy Store, n'apprécie pas son style très propre et le bannit pendant 6 mois. Pour survivre, Jay a fait du stand-up partout où il le pouvait. Pizzeria-bar de petite ville et même un salon topless à l'intérieur du casino Aladdin pour 40 $ la nuit. En 1974, David Letterman l'aide à réintégrer le Comedy Store, mais Jay n'a jamais oublié ce refus. Pendant des décennies, il a refusé de s'y produire. Sa persévérance a finalement été récompensée le 2 mars 1975, lorsqu'il a fait ses débuts dans le Tonight Show. Il dispose de 5 minutes, mais Johnny Carson le réduit à 3 minutes et ordonne à l'orchestre de gagner du temps. Dans les coulisses, Jay l'affronte furieux mais intrépide. Carson l'avertit de ne pas tenter sa chance. Les débuts ont été difficiles, mais ils ont marqué le début d'une carrière qui allait redéfinir la télévision de fin de soirée, et l'homme qui, derrière un sourire impeccable, a gardé un secret pendant 40 ans. Les producteurs ont arrangé les choses, mais la prestation de Jay a été mise de côté et n'a été diffusée qu'en mai. Ce délai de 9 semaines a semblé une éternité à un jeune comique de 24 ans qui avait faim. Entre 1973 et 1976, Jay est sorti avec 5 femmes différentes qui avaient toutes le même anniversaire. Le 5 septembre, il a plaisanté en disant que c'était comme sortir avec la même personne sous 5 perruques. Il a même été appelé Mr. Virgo Vortex par un chroniqueur de potins. Jay est devenu obsédé par l'idée de demander aux gens leur anniversaire, ce qui a donné lieu à d'étranges rumeurs à Hollywood. Puis le 30 avril 1976, Jay a rencontré Mavis Nicholson au magasin d'humour.
Il s'est précipité aux toilettes et l'a rencontrée par accident. Ils ont discuté près d'un urinoir cassé. Après le spectacle, il l'a revue près des toilettes et lui a demandé sa date d'anniversaire. Lorsqu'elle a répondu le 5 septembre, Jay a éclaté de rire. Ils sont allés au Chili ce soir-là. Leur premier vrai rendez-vous n'a pas eu lieu avant le mois d'août, car Jay faisait plus de 300 spectacles et conduisait 52 000 miles cette année-là. Ils ont fait en sorte que ça marche. En 1978, Jay a obtenu un petit rôle dans le film American Hot Wax, jouant un conducteur nommé Mookie. Il a été payé $5 000 et a tourné pendant 10 semaines. Le film a fait un flop, ne rapportant que 2,2 millions de dollars pour un budget de 6 millions. Un producteur lui a dit de s'en tenir au stand-up. L'échec du film et une grève des salaires au magasin de comédie plongent Jay dans le marasme. Il envisage de vendre sa vieille Buick 1955 et de devenir mécanicien. Mais le 6 octobre 1979, il se produit devant 2800 personnes à Denver. Le spectacle se déroule à guichet fermé et ce soir-là, il décide de rester fidèle à la comédie pour toujours. Et le 3 novembre 1980, Jay et Mavis se sont mariés. Ils ont choisi cette date pour qu'elle corresponde à l'anniversaire de ses parents. Le mariage a été célébré en petit comité dans la maison d'un ami. Leur relation avait débuté en janvier 1976, mais ce ne fut pas le coup de foudre. Mavis était venue au club pour rencontrer des gens dans le cadre de sa carrière d'écrivain, mais elle aimait le look de Jay et disait qu'il était magnifique. Leur mariage était davantage basé sur la loyauté que sur la romance. Ils croyaient qu'il fallait être là l'un pour l'autre dans la maladie comme dans la santé. Cela s'est avéré très important, surtout après que la démence de Mavis a été diagnostiquée en 2024. La carrière de Jay a vraiment décollé lorsqu'il est devenu l'hôte régulier de Johnny Carson dans le Tonight Show en 1986. Il a cependant été prudent. Il a agi comme s'il n'essayait pas de prendre le poste de Carson, mais il a secrètement rencontré les patrons de NBC et a travaillé dans les coulisses pour devenir le prochain animateur. Ce plan a fonctionné. Le 25 mai 1992, il s'est passé à Hollywood quelque chose qui a été ressenti comme une trahison par beaucoup. Jay Leno a pris la tête du Tonight Show, mais la manière dont il a obtenu ce siège a choqué l'ensemble du secteur. Tout le monde s'attendait à ce que David Letterman soit le prochain animateur. Même Johnny Carson, qui a régné sur la télévision de fin de soirée pendant des décennies, voulait que Letterman prenne sa place. En fait, au cours de ces dernières années, Carson envoyait souvent à Letterman des blagues de monologue. Mais NBC a fait un choix différent. Elle l'a confié à Leno, qui avait été l'invité régulier de Carson. Carson n'a pas caché sa déception. Il n'a pas du tout mentionné Leno dans ses derniers épisodes. Plus tard, il a même participé 2 fois à l'émission de Letterman sur CBS, ce qui pour beaucoup était un message clair. Letterman se sent profondément trahi. En juin 1993, il a quitté NBC pour lancer sa propre émission sur CBS. Cette transition a été si amère que les gens du métier l'ont qualifié de test de loyauté. Leno a dû choisir son camp, et beaucoup ont eu l'impression qu'il s'était retourné contre les personnes qui l'avaient aidé. Cela lui a donné une nouvelle image, celle d'un homme prêt à faire tout ce qu'il faut, même s'il faut, pour cela brûler les ponts. La première soirée de Leno en tant qu'animateur ne s'est pas bien passée. Son premier épisode a été diffusé le 25 mai 1992, et ce fut un désastre. De nombreuses célébrités qui aimaient Johnny Carson ont refusé de venir. Leno s'est retrouvé à appeler des agents, les suppliant presque d'envoyer des invités. Les taux d'audience sont terribles. NBC a paniqué, et en coulisses les choses ont empiré. Hélène Kouchnik, manager de longue date de Leno, avait commencé à dresser secrètement des listes noires de stars qui passaient dans d'autres émissions comme Arsenio Hall. Cela lui a rapidement valu des ennemis.
4 mois plus tard, le 20 septembre 1992, NBC débarque chez Leno. Ils lui ont donné le choix entre licencier Hélène ou perdre l'émission. Ils lui ont dit qu'elle nuisait à sa carrière. Ce désordre précoce a failli mettre fin à tout avant que cela ne commence vraiment. En 1993, Jay Leno a trouvé une nouvelle voie en faisant des blagues sur O.J. Simpson. De l'affaire de meurtre au drame de la salle d'audience, Leno a tout transformé en comédie. Il a fait plus de blagues sur O.J. que sur n'importe qui d'autre, même Michael Jackson ou Martha Stewart. Il a créé un étrange sketch de danse intitulé The Dancing Itos, dans lequel des personnes habillées comme le juge Lance Ito sont utilisées. Il a même parodié l'affaire de meurtre en reprenant le thème de l'île de Gilligan. David Letterman est resté à l'écart de ces blagues, estimant que l'affaire était trop sérieuse. Mais Leno s'est lancé à corps perdu, transformant la tragédie en fou rire nocturne. Certains ont trouvé que c'était trop. Ils ont dit qu'il avait dépassé les bornes en faisant de la mort un sujet de comédie. Mais les audiences ont augmenté. Ce succès a eu un prix. Les critiques ont dit que la comédie de fin de soirée était devenue cruelle. En juillet 1995, un événement inattendu a sauvé l'image de Leno. Hugh Grant est arrêté pour avoir fréquenté une prostituée nommée Divine Brown. Ce fut un énorme scandale. Pourtant, Grant a gardé sa réservation pour le Tonight Show. Le 10 juillet, il est sorti seul de l'émission sans personne pour l'assister ni pour le conseiller en images. Leno l'a regardé dans les yeux et lui a demandé à quoi il pensait. Grant n'a pas esquivé la question. Il a admis avoir commis une énorme erreur. Ce soir-là, l'émission a fait un carton d'audience. Plus tard, Leno a dit à sa femme qu'il se sentait sale d'avoir utilisé la honte de Grant pour rire. Mais cela a fonctionné. Les gens ont aimé cette honnêteté. Quelques mois auparavant, en septembre 1992, Leno avait déjà pris une décision difficile. Il a licencié Hélène Kushnick, la femme qui l'avait aidé à s'élever pendant 17 ans. NBC lui a forcé la main. Elle avait mis des stars aux bonnes de la société, et il était devenu trop risqué de la garder. Dès qu'elle est sortie, elle a intenté un procès. Le combat a été violent. Mais en 1999, l'émission de Leno réunissait 5 millions de téléspectateurs chaque soir et battait Letterman en termes d'audience. Ce licenciement a montré au monde entier jusqu'où Leno était prêt à aller pour rester au sommet. En 2004, NBC a fait une grande annonce. Elle a annoncé que Conan O'Brien reprendrait le Tonight Show en 2009. Cela semblait être un plan pacifique, mais secrètement, Leno préparait quelque chose d'autre. Tout en disant à tout le monde qu'il soutenait Conan, Leno passait des accords avec NBC pour une nouvelle émission à 22 heures. Mais cela signifiait que son émission serait diffusée juste avant celle de Conan, ce qui lui ferait perdre des téléspectateurs. Les gens étaient stupéfaits. On aurait dit qu'il essayait de ruiner les chances de Conan en souriant en public. Ce geste a enfreint une règle tacite de la télévision. C'était sournois. Il a également supprimé un tiers de la programmation de NBC aux heures de grande écoute, ce qui a choqué l'ensemble du monde de la télévision. Lorsque Leno a fait ses adieux le 29 mai 2009, beaucoup ont cru que c'était pour de bon. Il a pleuré devant la caméra et a déclaré qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Mais 4 mois plus tard, en septembre 2009, il était de retour dans le Jay Leno Show. Ses adieux n'étaient rien d'autre qu'une comédie. Cette première soirée a rassemblé plus de 18 millions de téléspectateurs. Mais l'illusion a été brisée. Les critiques ont déclaré que Leno avait simulé ses émotions pour attirer la sympathie, puis s'était retourné et avait écrasé son remplaçant. Les choses ont ensuite empiré. En janvier 2010, des courriels privés de NBC ont été divulgués.
Les dirigeants voulaient ramener Leno à 23H35. Meussé et repousser Conan à 12H5. Ce fut un coup dur. Les courriels montrent même l'équipe de Leno se moquant de Conan, le qualifiant de pas drôle. L'un des dirigeants, Jeff Zucker, a averti Conan qu'il serait glacé pendant 2 ans s'il n'acceptait pas. Cela a conduit à la fameuse lettre de Conan People of Earth, dans laquelle il disait « non » et blâmait directement Leno. Conan a dit à son équipe « Je sais à quel point j'ai travaillé dur pour cela. On m'a promis que je n'avais qu'un rôle de premier plan. » NBC a fini par payer des millions pour régler cette affaire qui a divisé le monde de la comédie en deux. Au cours de cette tempête, quelque chose d'étrange est apparu. Dans une interview de 2014, Leno a révélé que les 5 femmes avec lesquelles il avait vécu, y compris sa femme Mavis, étaient nées un 5 septembre. Il a même dit qu'il pouvait sentir les personnes dont la date d'anniversaire était la même. Il a affirmé avoir posé la question à Mavis dès leur rencontre. Ce comportement étrange est devenu un sujet de plaisanterie dans d'autres émissions. Les gens ont commencé à se demander si l'obsession de Leno pour le contrôle ne s'étendait pas aussi à sa vie privée. En 2006, Leno a intenté un procès à quelqu'un qui lui avait volé ses blagues. Il a poursuivi Judith Brown, une maison d'édition, pour avoir utilisé son matériel. L'affaire a été réglée en 2008, mais au cours de la procédure, un événement inattendu s'est produit. D'autres humoristes ont accusé Leno de s'approprier des blagues. Elle a mis en lumière un aspect plus sombre de la comédie, où le vol de répliques était plus courant que les fans ne le pensaient. Leno a déclaré qu'il voulait protéger l'écriture de blagues en tant qu'art, mais tout le monde n'a pas été d'accord. La bataille juridique a coûté environ $1 million et a remis en question son image de gentil garçon. Conan lui-même a fait l'objet d'un procès similaire en 2015 qu'il a réglé en 2019. Après toutes ces péripéties, Leno est revenu au Tonight Show en mars 2010. Mais les choses avaient changé. En juillet 2010, les audiences ont chuté. Son audience moyenne est passée de 537 millions à environ 4,4 millions de téléspectateurs. Le public a également vieilli. L'âge médian a grimpé à 56 ans, soit plus de 10 ans de plus que Conan. Dans la tranche d'âge clé des 18-49 ans, Leno est passé de 1,5 à 1,15. Il est toujours resté devant Letterman, mais l'énergie a disparu. Lors de sa dernière semaine en février 2014, il a rassemblé 4,9 millions de téléspectateurs, son meilleur score depuis 2010. Mais personne n'a pu prouver qu'il avait admis se sentir dépassé. Après avoir quitté définitivement Late Night, Jay Leno s'est tourné vers les voitures. Il a lancé le Jay Leno's Garage et présenté son incroyable collection. 180 voitures et 160 motos, toutes stockées près de l'aéroport de Burbank. Il a tout montré des voitures à vapeur aux supercars. Il n'y a aucune preuve d'un incendie majeur dans le garage en 2012, mais quelque chose de grave s'est produit le 12 novembre 2022. Alors qu'il travaillait sur une voiture à vapeur de 1907, de l'essence a giclé sur son visage et s'est enflammé. Leno a subi des brûlures au 2e et au 3e degré sur environ 7% de son corps. Il a passé 10 jours à l'hôpital bénéficiant d'une oxygénothérapie et de greffe de peau. 2 semaines seulement après cet incendie, Leno était de retour sur scène. En novembre 2022, il se produit au Comedian Magic Club en Californie. Il a plaisanté sur les brûlures en disant « Nous avons 2 spectacles ce soir normal et extra croustillant. Le spectacle s'est déroulé à guichet fermé. Les gens ont été surpris par la rapidité avec laquelle il a rebondi. Même pendant ses années Tonight Show, il n'a jamais cessé de faire du stand-up.
Les fans ont toujours aimé ses blagues d'autodérision et la façon dont il transformait la douleur en punchline. En 2015, Leno a entamé un nouveau chapitre en tant que personnage récurrent de Last Man Standing. Il y incarne un mécanicien nommé Joe Leonard. Hors caméra, il a entretenu une rivalité ludique avec Tim Allen. Ils essayaient de se surpasser l'un l'autre en conduisant des voitures d'époque plus cool sur le plateau. Leur costard Nancy Travis a déclaré que c'était devenu un défi quotidien. Tim Allen a même mis en ligne des photos de leur bataille de voitures. L'amour de Leno pour les voitures ne se limitait pas à la télévision. Cela se voyait dans tout ce qu'il faisait, même sur le plateau de tournage. Le 12 novembre 2022, Jay Leno se trouvait dans son garage de Burbank et travaillait sur une très vieille voiture datant de 1907. Il s'agissait d'une voiture à vapeur fabriquée par la White Motor Company. Alors qu'il se trouvait en dessous de la voiture pour essayer de dégager une conduite d'essence obstruée, il a demandé à un ami de souffler de l'air à travers la voiture. Mais soudain, de l'essence a jailli. Une seconde plus tard, la veilleuse l'enflamme. Les flammes ont atteint le visage de Jay avant qu'il ne puisse bouger. Il s'est retrouvé avec des brûlures sur 7% de son corps. Ses mains, sa poitrine et surtout son visage ont été gravement brûlés. Les médecins ont déclaré que les brûlures sur son visage étaient du 3e degré. Ils ont même utilisé des morceaux de peau de cadavres humains pour l'aider à guérir. Il a passé 10 jours au Grossman Burn Center où il a reçu des traitements spéciaux à l'oxygène tous les jours. Quelques jours après avoir quitté l'hôpital, Jay est remonté sur scène et a dit à la foule « Nous avons 2 spectacles ce soir, un normal et un extra croustillant. » Tout le monde a ri, mais sa douleur était encore vive. Puis survient un nouvel accident. Le 17 janvier 2023, 2 mois plus tard, Jay conduisait une moto Indian de 1940 non loin de son garage. Il avait 72 ans. Il a remarqué que la moto perdait de l'essence et a donc commencé à faire demi-tour. Il a décidé de couper à travers un parking pour arriver plus vite. Mais quelqu'un avait tendu un câble à travers le parking. Il n'était pas clairement indiqué. Le câble l'a frappé au cou comme une corde à linge. Il l'a éjecté du vélo. Il s'est cassé la clavicule, s'est fendu 2 côtes et s'est fracturé les 2 rotules. Il a dû se faire opérer de l'épaule et interrompre ses spectacles de comédie. Mais une fois de plus, Jay est resté drôle. Un homme de 72 ans au guidon d'une moto de 83 ans. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ça ne s'est pas arrêté là. Le 15 novembre 2024, Jay se trouvait à Pittsburgh. Il avait un spectacle ce soir-là, mais avant il a décidé de marcher jusqu'à un restaurant. La route était longue, environ 1,5 km, alors il a essayé de prendre un raccourci en descendant une colline. Il a pensé qu'elle n'avait pas l'air si raide. Mais à mi-chemin, il a glissé sur les rochers. Il a fait une chute de 60 pieds. Lorsqu'il a touché le sol, son poignet était cassé. Il a perdu un ongle. Son œil était tellement enflé et meurtri qu'il portait un cache-œil. Mais même après tout cela, il s'est présenté et a fait le spectacle le soir même. Plus tard, il a plaisanté en disant que ce qu'il y a de bien à cet âge, c'est qu'on n'apprend pas de ses erreurs. On continue à faire les mêmes bêtises. Tous ces accidents ont amené les gens à se demander si Jay ne faisait pas exprès de courir après le danger. Son garage est rempli de vieilles machines, plus de 180 voitures et 160 motos, dont beaucoup n'ont pas été restaurées et dont la conduite est risquée. Il a admis un jour qu'il roulait et travaillait sur ces machines parce que cela lui donnait l'impression d'être en vie. Chaque fois qu'il se remettait d'une blessure, il s'y remettait. Après l'incendie de 2022, il est retourné au garage en un rien de temps. Après l'accident de moto en 2023, il n'a pas ralenti.
Même la chute de 2024 ne l'a pas empêché de monter sur scène. Les gens autour de lui ont commencé à s'inquiéter du fait que Jay n'était pas seulement malchanceux. Il était peut-être accro à la course. Ses accidents ont également commencé à affecter son travail. Après l'incendie de 2022, il a dû annuler un grand événement à Las Vegas en raison de ce que l'on a appelé une grave urgence médicale. Après l'accident de moto, ses spectacles de stand-up ont dû être interrompus à nouveau. L'éboulement s'est produit juste avant un autre spectacle à Pittsburgh, mais il s'est tout de même produit. Son équipe a dû procéder à des changements plus d'une fois. Jay essaye de faire comme si tout allait bien, mais ses proches savent qu'il pousse son corps à bout. Sa volonté de continuer à jouer, même lorsqu'il est blessé, est à la fois inspirante et effrayante. Il y a un autre aspect de l'histoire de Jay que beaucoup ignorent. Lui et sa femme Mavis n'ont jamais eu d'enfant. Mavis n'a jamais voulu être mère. À l'âge de 7 ou 8 ans, elle a dit à sa propre mère qu'elle ne se marierait jamais et qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle pensait que c'était ainsi que les femmes étaient prises au piège. Mais quelque chose a changé lorsqu'elle a rencontré Jay en janvier 1976 au magasin de comédie. Il se produisait ce soir-là. Elle était au premier rang. Ils ont commencé à parler. Elle lui a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Jay a respecté cette décision. Il a dit un jour, « Ma femme et moi sommes mariés depuis 32 ans. Nous n'avons pas d'enfant, mais nous avons un chat. Mais ma vie, c'était loin d'être ordinaire. » En 1999, elle a contribué à mener une campagne massive contre les talibans. En tant que membre du groupe féministe majoritaire, elle et Jay ont fait don de $100 pour aider les femmes afghanes. Mavis a même obtenu d'une grande compagnie pétrolière qu'elle annule un projet d'oléoduc de 8 milliards de dollars en Afghanistan. Elle a prononcé des discours devant le Congrès, organisé des événements avec des célébrités et est devenue une cible en raison de ses positions audacieuses. Elle l'a appelé « Stop à l'apartheid des sexes en Afghanistan ». Elle n'avait peur de rien. Pourtant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Les habitudes de travail de Jay étaient intenses. Lorsqu'il présentait le Tonight Show qui rapportait jusqu'à 255 millions de dollars par an, il travaillait sans relâche. Il se cachait même dans les placards de NBC pour écouter des conversations secrètes sur la personne qui animerait le Tonight Show après lui. NPR a dit un jour que Jay était presque pathologiquement concentré sur son travail de comédien. Sa motivation lui a permis de réussir, mais elle l'a aussi éloigné de son foyer. Puis en avril 2024, tout a changé. Jay a saisi le tribunal pour demander le contrôle légal des finances de Mavis. Les médecins ont finalement diagnostiqué qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les documents du tribunal sont déchirants. Mavis ne reconnaissait pas toujours Jay. Elle oubliait sa date de naissance. Parfois, elle parlait de ses parents comme s'ils étaient encore en vie. Le juge a donné à Jay les pleins pouvoirs et l'a félicité pour les soins qu'il prodiguait. Même leur avocat a déclaré que Mavis était entre les meilleures mains. Jay s'est ouvert à ce sujet en avril 2025. Il dit qu'il aime toujours passer du temps avec elle. Il prépare le dîner, il regarde la télévision et joue à des jeux de mémoire. Mais en coulisses, c'est très difficile. Il a pleuré une fois après l'avoir nourrie et dit que cela le hante. Il la porte aux toilettes, l'aide à manger et reste à ses côtés toute la journée. Il n'aime pas ses tâches, mais il est fier d'être celui qui les accomplit. Il lui a même dit une fois qu'ils avaient dîné avec Barack Obama à la Maison-Blanche, mais elle ne l'a pas cru. Un autre détail étrange a également été révélé. Jay a vécu avec 5 femmes dans sa vie, et chacune d'entre elles est née un 5 septembre. Il ne l'avait pas prévu. C'est arrivé comme ça. Sa femme Mavis est également née le 5 septembre. Lorsqu'il lui a demandé sa date de naissance et qu'elle le lui a dit, il a ri. Elle a demandé pourquoi, et il a juste dit
à rien. Plus tard, les amateurs d'astrologie ont découvert que le signe lunaire de Jay se situe à 13 degrés de la Vierge et que les femmes nées le 5 septembre ont leur signe solaire au même endroit. Certains affirment aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Ils parlent d'une correspondance cosmique. En avril 2025, Jay a également parlé de David Letterman. Pendant des années, ils se sont opposés sur le Tonight Show, mais Jay a déclaré qu'il aimerait le rencontrer à nouveau. Il a raconté comment, après la crise cardiaque de Dave en 2000, on lui avait dit de ne pas en parler à la télévision. Lorsqu'il a gardé le silence, les journaux l'ont attaqué. Un titre disait que la seule personne qui ne souhaitait pas bonne chance à Dave était Leno. Jay a déclaré que ce moment lui faisait encore mal. Il a même surpris Letterman dans sa maison de Malibu, mais a déclaré que c'était l'un des jours les plus embarrassants de sa vie. Aujourd'hui, âgé de 75 ans, Jay écrit ses mémoires. Il a déclaré qu'il y aurait des surprises. L'un des sujets abordés est la rumeur selon laquelle il aurait eu une liaison dans les années 1980. Pendant des années, il l'a nié. Mais aujourd'hui, il affirme que la rumeur est partiellement vraie. Il n'a pas donné de détails, mais a laissé entendre qu'il y a beaucoup de choses que les fans ne savent pas. La sortie du livre est prévue pour la fin de l'année 2025 aux alentours de son 75e anniversaire. De grandes maisons d'édition se battent pour obtenir les droits et les initiés pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des livres de célébrités les plus choquants de ces dernières années.